Il existe un type de jardin qui ne vous demande jamais de retourner à la jardinerie. Il ne dépend ni de votre mémoire, ni de votre budget, ni de la clémence des gelées tardives. Il a été installé une fois, avec réflexion, avec intention, et à partir de ce moment, il s'est construit tout seul. Des graines sont tombées dans la terre nue, des plantules ont trouvé la lumière. Une colonie s'est étendue là où il n'y avait qu'un sol épuisé la saison précédente. Voilà le jardin d'héritage, et chaque plante de cette liste est un élément actif de cet héritage. Semez-les en mai, cette fenêtre précise, ce mois précis, et vous tournez définitivement le dos à la caisse de la jardinerie. 15 plantes, une saison de semis, un jardin qui se nourrit lui-même, se remplit tout seul, et vous rend en couleur, en faune sauvage et en beauté chaque année où vous choisissez de l'entretenir. Avant d'aborder les plantes, un principe importe par-dessus tout. Les plantes qui se ressèment le plus efficacement donnent leurs meilleurs résultats sur un sol ordinaire à propre, pas dans des plates-bandes lourdement amendées, pas dans des bacs surélevés riches en compost, mais sur un sol nu, raisonnablement bien drainé et ratissé. Lorsque vous dispersez des graines pour des plantes auto-fertiles, vous avez besoin d'un contact direct entre la graine et le sol minéral. Une couche épaisse de paillis vous fait échouer avant même de commencer. Retirez-le. Ratissez légèrement la surface, donnez aux graines un endroit où atterrir et s'ancrer. Arrosez doucement et régulièrement pendant les 2 à 3 premières semaines après le semis. Un jet puissant emporte les petites graines dans des coins où elles ne peuvent pas s'établir. Après la germination, reculez. Ces plantes ont évolué pour survivre sans votre calendrier d'arrosage. Un arrosage excessif pendant la phase d'établissement en tue davantage que la sécheresse ne le fera jamais. Les zones de rusticité vous renseignent sur les températures hivernales minimales, pas sur la chaleur estivale ni sur la chimie du sol. La zone 6 dans le Mid-Atlantique est complètement différente de la zone 6 au Kansas. Là où ces différences régionales comptent, elles seront nommées spécifiquement. Vivace numéro 1, le lupin. Marchez le long des routes de Nouvelle-Angleterre fin mai et vous comprendrez pourquoi les gens sèment le lupin une fois et passent la décennie suivante à le regarder revenir. De hauts épis verticaux emplis de fleurs semblables à des pois en violet, bleu, rose, blanc et rouge, s'élevant de 60 cm à 1,20 m au-dessus de feuilles profondément divisées et palmées qui capturent la rosée du matin comme des coupes d'argent. Il n'y a presque rien d'autre dans le jardin américain qui produise cette combinaison de structures et de couleurs dans une seule plante. Le lupin est une vraie vivace dans les zones de rusticité 3 à 9. L'espèce indigène Lupinus perennis revêt une importance écologique particulière dans l'est des États-Unis et fixe l'azote atmosphérique directement dans le sol grâce à des nodules racinaires. Le même processus biologique utilisé par le trèfle et les haricots. Chaque plant de lupin établi améliore discrètement le sol qui l'entoure pendant qu'il fleurit. Semez directement en mai après le passage de votre dernière gelée. L'enveloppe de la graine est dure. Faites tremper les graines dans de l'eau tiède pendant 24 heures avant la plantation. Plantez à un demi-centimètre de profondeur dans un sol meuble, légèrement acide et bien drainé. Plein soleil à ombre partielle. Espacez les plantules de 30 cm une fois établies. Le lupin ne se transplante pas bien. Une racine pivotante profonde se forme rapidement. Semez-le où vous le voulez et laissez-le là. Jardinier des zones 4 et 5 à travers le Minnesota et la région des Grands Lacs, cette plante est native de votre paysage. Elle survivra à presque tout le reste de votre bordure sans protection. Vivace numéro 2, l'œillet de poète. Il y a une raison pour laquelle l'œillet de poète figure dans les jardins de cottage américains depuis les premières plantations coloniales. Des grappes de fleurs denses, parfumées, à sommet plat en rouge profond, blanc, rose, bordeaux et combinaisons bicolores. Des floraisons si vivement dessinées qu'elles semblent presque peintes à la main, portant un parfum de clous de girofle qui s'intensifie sous le soleil chaud de l'après-midi. Le nom botanique dianthus vient du grec signifiant « fleur divine ». Enregistré pour la première fois dans un catalogue de jardins anglais en 1596. Vous cultivez quelque chose que les jardiniers de cottage européens ont entretenu plus de 4 siècles avant votre naissance.
Techniquement une bisannuelle ou vivace de courte durée, mais un semis de mai met en mouvement un cycle autosuffisant. Les plantes de première année construisent feuillage et racines. Les plantes de deuxième année fleurissent, produisent des graines et dispersent la génération suivante pendant que la plante mère est encore debout. Semez directement en mai, en pressant les graines juste à 3 mm sous la surface. Plein soleil dans la plupart des régions, avec un peu d'ombre l'après-midi, dans les zones les plus chaudes du sud. Éclaircissez les plantules à 25 ou 30 cm d'intervalle. Cultivars nommés qui valent la recherche, variété Bordeaux presque noire et Hollandia mélangée, qui produit toute la gamme des combinaisons bicolores. Laissez feuilles et grappes de fleurs jusqu'à ce que les graines mûrissent et que les têtes commencent à sécher. C'est à ce moment que la prochaine génération est chargée et prête. Vivace numéro 3, la rudbeckie hérissée. La rudbeckie hérissée est la cousine plus sauvage et moins exigeante du tournesol. Des pétales jaunes or profonds entourant un cône central sombre surélevé qui conserve sa forme longtemps après la chute des pétales. Elle fleurit pendant des semaines, attire presque tous les pollinisateurs qui volent, et lorsque les fleurs finissent enfin, ces têtes de graines deviennent une station d'alimentation pour oiseaux tout l'automne et profondément dans l'hiver. Une vraie native d'Amérique du Nord. Plus de 17 espèces d'abeilles indigènes sont spécifiquement documentées comme butineuses sur Rudbeckia. C'est une relation écologique vérifiée, pas une affirmation générale. Zone de rusticité, 3 à 9, plein soleil, sol moyen à sec, tolérante à la sécheresse une fois établie. Semées en surface en mai, les graines ont besoin de lumière, ne les enterrez pas, pressez doucement dans le sol ratissé. La germination prend 7 à 29 jours dans un sol chaud. Éclaircissez à 30 à 45 cm une fois établi. Laissez les têtes de graines debout tout l'hiver, ne les coupez pas en octobre ni en janvier. Regardez les chardonnerets travailler méthodiquement à travers un massif de têtes de graines séchées de rudbeckie est l'une des choses plus calmes et plus satisfaisantes qu'un jardin puisse jamais vous offrir. Vivace numéro 4, l'échinacée pourpre. Si une plante de cette liste méritait une conversation à elle seule, c'est celle-ci. Native des prairies nord-américaines, rustique dans les zones 3 à 9, tolérante à la sécheresse une fois établie, et à floraison longue, souvent 8 à 10 semaines continues du milieu de l'été jusqu'à l'automne, écologiquement essentielle. En troisième année, lorsque plusieurs tiges montent et que la colonie a commencé à se répandre par auto-ensemencement dans le sol environnant, vous comprendrez pourquoi les jardiniers expérimentés la protègent avant presque tout le reste. Semez en surface en mai, dans un sol nu ratissé. Les graines ont besoin de lumière, ne les couvrez pas. Pour les zones plus froides, la stratification à froid améliore substantiellement la germination. Serviette en papier humide, sac scellé, 4 semaines au réfrigérateur. Dans un sol chaud sans stratification, la germination peut prendre 21 à 30 jours. Donnez-leur la fenêtre complète. Année 1. Croissance aérienne modeste pendant que le système racinaire se construit. Année 2. La floraison véritable commence. Année 3. Plusieurs tiges, des dizaines de fleurs, l'auto-ensemencement démarre. Aux années 4 et 5, vous avez une colonie nourrissant oiseaux, abeilles et papillons de juillet à janvier sans un seul geste délibéré de votre part. Plus de 30 espèces d'abeilles indigènes et plus de 20 espèces de papillons sont documentées comme butineurs sur l'échinacée pourpre. Le genre Echinacea a été étudié en profondeur pour ses composés bioactifs. Les extraits de racines et de fleurs remplissent des sections entières de produits dans les rayons des pharmacies américaines. La même plante qui pousse dans votre bordure pour la couleur est celle derrière ces produits. Laissez les têtes de graines debout chaque hiver, sans exception. Vivace numéro 5, l'encolie. C'est le métamorphe du monde de l'auto-ensemencement. Plantez plusieurs variétés ensemble. Laissez-les se polliniser librement pendant 3 ou 4 saisons. Et les descendants commencent à produire des combinaisons de couleurs que personne ne vend dans aucun catalogue de ce pays. Les fleurs sont structurellement complexes, tête penchée avec de longs éperons projetés vers l'arrière, pétales disposés en nuances contrastées. Rien d'autre dans le jardin américain ne lui ressemble vraiment. Une vraie vivace dans les zones 3 à 9. Et l'une des rares plantes de cette liste qui non seulement tolère l'ombre, mais la préfère véritablement.
sous une canopée, le long de bordures orientées au nord, entre des hostas établis. Pour les jardiniers d'ombre du nord-ouest du Pacifique, de Nouvelle-Angleterre et du Haut-Sud, c'est l'une des plus fortes performeuses disponibles. Semée en surface en mai. Pour une meilleure germination, stratifiez les graines au froid, serviette en papier humide, sac scellé, 3 à 4 semaines au réfrigérateur avant le semis. Cela imite le cycle de dormance naturel et produit une germination uniforme et cohérente. Sans cela, la germination est lente et inégale. L'ancolie est la seule plante hôte larvaire pour le papillon Hespérie de l'ancolie, dont la chenille se nourrit exclusivement du feuillage d'Aquilegia. Pas d'ancolie signifie pas d'Hespérie de l'ancolie dans votre jardin. Cette spécificité, une plante soutenant un papillon, est exactement le type de fonction écologique autour de laquelle se construit un véritable jardin faunique. Vivace numéro 6. L'Achillée millefeuille. L'Achillée millefeuille tolère sécheresse, sol pauvre, plein soleil, ombre partielle, négligence et sol compacté sans se plaindre. Elle nourrit abeilles, papillons, scarabées et cirfes simultanément. Sèche proprement pour arrangements intérieurs et se ressème fiablement dans presque toutes les régions tempérées d'Amérique. Elle se propage aussi par rhizome souterrain. Zone de rusticité 3 à 9. Jardinier de zone 3 au Minnesota et Dakota du Nord, cette plante ne bronche pas devant vos hivers. Semée en surface en mai, les graines ont besoin de lumière. Ne les couvrez pas. Pressez légèrement dans le sol ratissé et accordez 14 à 21 jours pour la germination. Éclaircissez à 30 cm une fois établi. Voici le principe que presque personne n'énonce clairement. La fertilité excessive fait s'effondrer l'Achillée. Un sol riche et amandé produit des tiges hautes et faibles qui tombent avant la fin de la saison. Un sol sec et pauvre produit des plantes droites et robustes, avec bien plus de fleurs et une bien meilleure structure. N'ajoutez pas de compost à la zone de plantation. Les coins négligés de votre cour, les endroits où le sol est mince et sec et rien d'autre ne coopère, c'est exactement là que l'Achillée millefeuille prospère. Le nom de genre Achillea remonte à la légende selon laquelle Achille utilisait cette plante pour soigner ses soldats sur le champ de bataille. Et ce n'est pas seulement un mythe. Les feuilles contiennent de l'acide achilléique, avec de véritables propriétés astringentes légères. Documentées dans les registres herbiers à travers plus de 2000 ans. Vivace numéro 7, la monarde. La monarde mérite pleinement son nom. Têtes florales audacieuses et ébouriffées en rouge, rose, blanc ou lavande. Au moment où elle fleurit, les abeilles arrivent en nombre. Les colibris suivent peu après, ce qui est véritablement excitant la première fois que cela se produit dans votre propre cour. Une vraie vivace indigène d'Amérique du Nord, se propageant à la fois par rhizome souterrain et auto-ensemencement dans de bonnes conditions. Une plante devient une colonie vigoureuse en 3 à 4 saisons. Zone de rusticité 3 à 9, complètement résistante au froid à travers le Midwest supérieur et la Nouvelle-Angleterre. Semées en surface en mai, les graines ont besoin de lumière. Alternativement, divisez les plantes établies au printemps pour des résultats significativement plus rapides. Espacées de 45 à 60 cm avec l'habitude étalée en tête dès le tout début. Dans les climats humides à travers la côte du Golfe, le sud-est ou le Mid-Atlantique, choisissez des variétés résistantes au mildiou. Jacob Klein, Raspberry Wine et Marshall's Delight surpassent tous l'espèce pure de façon significative dans ces conditions. La monarde est membre de la famille de la menthe, et les feuilles portent un parfum complexe, quelque part entre l'origan et le clou de girofle. Le peuple Ojibwe infusait les feuilles en thé médicinal et cérémoniel, raison pour laquelle la monarde apparaît dans la littérature botanique américaine sous le nom de thé Oswego. Vivace numéro 8, la bourrache. La bourrache produit certaines des fleurs bleues les plus vraies et les plus rares du monde végétal. En forme d'étoile, vive et complètement comestible. Les feuilles portent un parfum de concombre indéniable lorsqu'on les froisse. Techniquement annuelle, mais semez-la une fois en mai et vous n'aurez plus jamais besoin de la semer à nouveau. Elle se ressème si abondamment qu'elle se comporte comme une résidente permanente dans les zones 2 à 11. Semez directement uniquement en pressant les graines à environ 1 cm dans le sol,
en éclaircissant à 30 cm après la germination. La bourrache n'aime pas la transplantation, à aucun stade. Mettez-la en terre à partir de graines et laissez-la complètement tranquille. Le détail que la plupart des jardiniers américains n'entendent jamais, plus le sol est pauvre, meilleure est la saveur. Un sol maigre et sec concentre les huiles naturelles de la plante. Les plates-bandes riches et amandées produisent de plus grandes plantes avec un goût nettement plus faible. Pour un usage comestible, sautez complètement le compost. Mettez-la dans ou à côté de vos plates-bandes potagères. L'observation de cultivateurs à long terme et la recherche sur la culture associée associent toutes deux la bourrache à une réduction de la pression du sphinx de la tomate et à une augmentation des populations d'insectes prédateurs qui contrôlent naturellement les pucerons. Une seule plante en pleine floraison peut avoir une douzaine d'abeilles qui y travaillent simultanément. Pour tout jardinier de ce pays cherchant à soutenir les pollinisateurs, ce niveau d'activité sur une plante est difficile à égaler. Vivace numéro 9, la rose trémière. La rose trémière est la plante des vieilles fermes américaines, des murs de pierre brûlés par le soleil et des jardins de cottage qui se gèrent eux-mêmes depuis 30 ans sans replantation délibérée. Une vivace de courte durée à bisannuelle selon vos conditions, mais elle se ressème si fiablement qu'en pratique elle se comporte comme une vraie vivace à long terme. Certains jardiniers américains rapportent que la même colonie de roses trémières occupe le même coin de leur cour pendant 25 à 30 ans, sans aucune intervention. Zone de rusticité 3 à 9. Véritablement haute, 1,50 m à 2,40 m est commun. Plantez contre des murs ou des clôtures où cette hauteur fonctionne pour vous. Semez directement en mai, en pressant les graines à environ 1/2 cm de profondeur. Espacées de 45 à 60 cm après éclaircissage. Les roses trémières développent rapidement des racines pivotantes profondes. Tenter de transplanter après les 2 premières semaines endommage sévèrement le système racinaire. Les roses trémières sont sensibles à la rouille fongique, produisant des pustules orange-brun sur les feuilles inférieures qui peuvent défolier une plante d'ici la mi-été dans des conditions humides. La gestion la plus efficace consiste à les traiter comme bisannuelles, en semant des graines fraîches dans une position légèrement différente chaque saison. Cela brise naturellement le cycle de la maladie et les descendants auto-ensemencés tendent à s'éloigner naturellement des zones fortement affectées. Les fleurs sont comestibles et visuellement remarquables comme garniture, particulièrement les variétés bordeaux profond et presque noires, que nul fleuriste ne stocke à aucun prix. Vivace numéro 10. La verveine de Buenos Aires. Si vous avez déjà traversé un jardin américain bien conçu et remarqué de hautes tiges filiformes surmontées de minuscules grappes de fleurs violettes suspendues en l'air au-dessus de tout le reste, c'était presque certainement la verveine de Buenos Aires. Presque pas de masse foliaire, juste des tiges ramifiées atteignant 1,20 m à 1,80 m, couronnées de grappes de fleurs qui bougent à la moindre brise. Elles se superposent à travers d'autres plantations plutôt que de les dominer. Des concepteurs de jardins à travers ce pays l'utilisent constamment pour cette raison. Dans les zones de rusticité 7 à 11, elle se comporte comme une vraie vivace. Dans les zones 5 et 6, elle meurt en hiver, mais revient fiablement à partir de descendants auto-ensemencés chaque printemps. Semées en surface en mai, les graines ont besoin de lumière. Pressez-les à peine dans la surface du sol. La germination peut prendre jusqu'à 21 jours. Ne les abandonnez pas. Verbena bonariensis figure parmi les 5 plantes à papillons les plus importantes qu'un jardinier américain puisse cultiver. Ces tubes floraux profonds et étroits sont spécifiquement accessibles aux papillons à longue langue, machaons, belles dames et monarques, qui ne peuvent pas se nourrir efficacement sur des fleurs plus courtes et plus larges. Elles fonctionnent comme une ressource alimentaire spécialisée de fin d'été, lorsque la plupart des autres fleurs à travers les jardins américains ont déjà fini. Pour les jardiniers de l'Est ou du centre des États-Unis, travaillant spécifiquement à soutenir les populations des monarques, cette plante n'est pas optionnelle. Vivace numéro 11, l'onagre. Asseyez-vous dehors au crépuscule en plein été et vous pouvez regarder les fleurs d'onagre s'ouvrir en temps réel. Chacune prend environ 30 secondes pour se déployer complètement. C'est l'une des choses plus calmes et plus extraordinaires qu'un jardin puisse vous offrir. Et la plupart des jardiniers américains ne l'expérimentent jamais parce que personne ne leur a dit de regarder. Techniquement bisannuelle,
mais elle se ressème si fiablement qu'en pratique elle se comporte exactement comme une vraie vivace. Zone de rusticité 4 à 9, sol pauvre, conditions sèches, plein soleil, ombre partielle. Elle gère tout cela sans se plaindre. Semez directement uniquement en mai, dispersez les graines à la surface du sol et éclaircissez les plantules à environ 15 cm une fois établies. En pleine floraison, cette plante atteint 1,20 m à 1,80 m de hauteur. Arrière de bordure ou naturalisée dans une section plus sauvage de votre cour, c'est là qu'elle appartient. La chose qui la freine constamment est un arrosage excessif tôt dans la phase d'établissement. Semez-la et reculez complètement. Les têtes de graines sont activement mangées par les chardonnerets et petits oiseaux chanteurs tout au long de la fin de l'automne et dans l'hiver. Laissez-les debout. Votre jardin devient une station d'alimentation naturelle sans que vous ne fassiez une seule chose supplémentaire. Vivace numéro 12, la digitale. La digitale est l'une des plantes les plus visuellement époustouflantes qui existent. De hauts épis de fleurs tubulaires en blanc, rose, violet, crème et rose profond, tachetés et mouchetés à l'intérieur de la gorge, s'élevant de 90 cm à 1,50 m. Bisannuelle, mais une auto-ensemenceuse acharnée. Établissez-la une fois et elle ne part pas. Chaque partie de cette plante est toxique pour les humains, chiens, chats et chevaux. Les deux faits sont également vrais et les deux importent avant de la mettre en terre. La clé est de savoir exactement avec quoi vous travaillez, de la manipuler avec des gants et de la placer judicieusement loin des zones où enfants et animaux passent leur temps. Zone de rusticité 4 à 9. Préfère l'ombre partielle, le plein soleil de l'après-midi la brûlera. Sol riche, constamment humide et bien drainé. Semez en surface en mai. Mélangez les graines extrêmement fines avec du sable sec avant le semis pour une distribution uniforme. Ne les couvrez pas. La lumière est requise pour la germination. Cerfs et lapins évitent instinctivement la digitale, ce qui en fait l'une des plantes hautes résistantes aux cerfs les plus fiables pour le nord-est rural, le mid-Atlantique et le nord-ouest du Pacifique. La digitale est la source botanique originale de la digitaline, le médicament cardiaque en usage clinique depuis plus de 200 ans, encore dans les rayons des pharmacies américaines aujourd'hui. Le même composé qui la rend médicalement significative, la rend dangereuse au jardin. Connaître clairement les deux choses est ce qui sépare un jardinier compétent de celui qui achète simplement ce que la jardinerie a empilé près de la porte. Vivace numéro 13, le pavot de Californie. Des coteaux entiers en orange profond. Cette image est gravée dans la mémoire de quiconque en a été témoin. Et la raison pour laquelle ces coteaux ont cette apparence est exactement celle-ci. Le pavot de Californie se ressème agressivement, se propage avec presque aucune assistance et ne demande presque rien au sol en retour. Techniquement annuel, mais l'un des auto-ensemenceurs perpétuels les plus fiables de cette liste. Semez une fois en mai où vous voulez de la couleur permanente et votre travail là est terminé. Mieux adapté aux zones de rusticité 6 à 10 pour un semis extérieur fiable. Zone 3, 4 et 5. Semez après que votre dernière date de gel soit passée pour de forts résultats. Dans les climats plus chauds à travers le sud-ouest et le sud-est, début mai est significativement meilleur que fin mai. Cette plante préfère un sol frais pendant la germination. Dispersez les graines directement à la surface du sol nu, ne les couvrez pas, n'arrosez pas abondamment. Le pavot de Californie a évolué dans des conditions de sécheresse et l'humidité excessive est la raison unique la plus courante pour laquelle il ne parvient pas à s'établir dans les jardins américains. La plupart des jardiniers américains ne cultivent jamais que la variété orange classique. Des sélections nommées existent maintenant en crème, jaune, rose, bordeaux et rouge profond. Plantez un mélange ensemble. Laissez-les se polliniser pendant quelques saisons et les descendants produisent des combinaisons de couleurs que personne ne vend dans aucun sachet de graines. Une plantation dense fonctionne aussi comme paillis vivant, supprimant les mauvaises herbes par simple couverture. Vivace numéro 14, la nigelle de Damas. Le nom a complètement du sens dès que vous la voyez. Des fleurs délicates flottant à l'intérieur d'un nuage de feuillage plumeux et filamenteux. Il n'y a vraiment rien d'autre dans le jardin américain qui lui ressemble. Techniquement annuelle, mais elle se ressème si abondamment que la semer une fois en mai met fin à votre implication de façon permanente. L'une des plantes les plus universellement adaptables de cette liste
performant fiablement dans les zones de rusticité 2 à 11. Elle préfère des conditions de croissance plus fraîches, faisant de mai la fenêtre de semis idéale à travers la majeure partie du pays avant que la chaleur estivale sérieuse n'arrive. Semée directement uniquement, elle ne tolère pas la transplantation. Dispersez les graines sur un sol nu et ratissez en plein soleil et pressez-les doucement. Pas plus de 3 mm de profondeur. Les fleurs arrivent environ 8 à 10 semaines après le semis. Vous aurez fleuri d'ici début juillet. Beaucoup de jardiniers expérimentés cultivent la nigelle de Damas principalement pour les gousses de graines. Capsules rayées, papier racé, en forme de ballon qui sèche directement sur la plante et compte parmi les meilleurs matériaux disponibles pour un rangement séché. Récoltez un tiers des gousses avant qu'elles ne tombent et laissez les 2 tiers restants s'auto-ensemencer naturellement. Vous obtenez l'affichage et la plantation perpétuelle en même temps. Pour les jardiniers à travers les États du Nord, où chaque décision de plantation compte, ce genre d'autosuffisance intégrée vaut la peine d'établir ceci en mai sans question. Vivace numéro 15. Le coquelourde des jardins. Le coquelourde des jardins arrête les gens en pleine foulée. Fleurs magenta choquantes contre un feuillage gris-argent, presque velouté. Il n'y a